C'est un euphémisme pas facile de diriger un groupe dans un environnement d'incertitude maximale. Bonjour Gianmarco Monsellato. Bonjour. Vous êtes le président de Deloitte France. Vous publiez l'Odyssée de l'entreprise, Nouveaux dirigeants, nouvel humanisme. C'est chez Odile Jacob. Naviguer entre les crises qui se succèdent, les tensions géopolitiques. Il faut aussi choyer les actionnaires tout en ne lésant pas les parties prenantes, les salariés, et pas seulement. Il faut aussi tenir, quand on est dirigeant, des objectifs climatiques tout en restant évidemment en croissance. Parce que la décroissance n'est pas la solution. Conserver son avance sur la concurrence. Bref, on se dit qu'un bon dirigeant doit courir plusieurs lièvres à la fois. C'est pas facile. Hein. Un bon dirigeant doit relever le défi de gérer en 4 dimensions. D'agir en 4 dimensions, ce qui est quand même très difficile intellectuellement quand on essaie de le poser. Mais c'est la nouveauté, je pense, de cette époque. Et c'est un peu ce qui a inspiré mon livre Odyssée de l'entreprise. C'est qu'à l'origine de l'entreprise, on gère en une dimension. On gérait les actionnaires. Après, on a rajouté les clients. Ça fait 2. Au XXe siècle, on rajoute les employés, les salariés et leur engagement. Très bien. Aujourd'hui, on doit rajouter les externalités, les parties prenantes pertinentes pour l'entreprise. Et c'est ces 4 dimensions que le dirigeant doit intégrer. Il doit trouver un équilibre entre les 4. Il ne peut pas en ignorer une. Il faut qu'il trouve l'équilibre. C'est très compliqué. C'est un vrai travail de chef d'orchestre, toujours très instable. Donc, pour trouver son objectif, atteindre ses ambitions, c'est jamais une ligne droite, hein. C'est toujours mouvementé, mais il faut garder le cap sur l'horizon et faire un vrai travail d'équilibriste en ne reniant pas ses convictions et en refusant le déterminisme dont on nous parle beaucoup en ce moment. Voilà, l'Odyssée de l'entreprise aux éditions Odile Jacob. Les qualités requises pour mener à bon port ces équipes quand on est... Elles vont changer, c'est toujours la différence avec Ulysse, c'est qu'Ulysse il arrive à bon port mais il arrive tout seul. Le dirigeant il doit faire mieux, il doit amener tout l'équipage à bon port. Et je pense que c'est en train de changer d'ailleurs les qualités du dirigeant ou de la dirigeante. Le 21e siècle, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, verra les dirigeants quels qu'ils soient, qui seront plus des artistes, si vous me passez l'expression, que les techniciens. Parce que diriger sera de plus en plus un art d'authenticité, un art de conviction, un art du doute pour arriver à une décision, une action, un engagement. On va revenir à l'origine du management sous la Renaissance, qui était véritablement un art, une façon d'être, une façon de voir l'avenir, de construire un avenir désirable, par rapport à une fin du XXe siècle où le management était devenu une technique qu'on apprenait à l'école avec plein d'équations. Ça a fonctionné. Je pense qu'on sort de ce monde parce que de toute façon, les machines vont faire les équations beaucoup mieux que nous, comme aux échecs, et que les dirigeants et les dirigeantes, leur principale responsabilité, ce sera justement de refuser le déterminisme des IA pour créer un avenir désirable, montrer un horizon qui crée la valeur pour l'ensemble des parties prenantes internes et externes, et justement susciter l'engagement des équipes, parce qu'un dirigeant, ce n'est rien qu'un ou une parmi d'autres, c'est simplement la première ligne d'ambition et la dernière ligne de défense en cas de crise. Vous parlez du doute, le doute n'est pas incompatible avec l'action, bien au contraire. Je pense que le doute nourrit l'action. Ouais. Je pense qu'une action qui est signifiante, une action qui est riche, elle part du doute. Je me méfie toujours, moi-même je m'applique la discipline, quand je prends une décision très vite, je me méfie. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Le doute nourrit justement la complexité, on anticipe les difficultés, on anticipe les risques d'échec, et ça nous rend plus convaincants et plus déterminés quand on est confronté à la réalité, à la difficulté de l'action, à l'ambiguïté de l'action. Et pour ça, je préfère douter avant que d'avoir des mauvaises surprises après. Vous parliez, Gianmarco Monsellato, de l'IA. On a vu l'entreprise chinoise DeepSeek mettre sur le marché en février, c'était le mois dernier, un robot conversationnel qui est efficace quand on l'a testé, qui est peu cher à développer et à nourrir. Est-ce que ça rebat les cartes? Je pense que l'IA est indéniablement une rupture technologique, mais elle n'est pas encore à maturité, il va encore se passer beaucoup de choses. Quand vous parlez avec les spécialistes, ils ne pensent pas que le futur, ce sont ce qu'on appelle les large language models, ces grands LLM qui consomment beaucoup d'énergie, justement parce que ça consomme trop d'énergie, ce n'est pas durable. Ils pensent plus qu'on va s'orienter vers des small language models, donc des modèles plus petits, moins consommateurs, et que tout l'enjeu de l'IA, ça va être de définir le cas d'usage. Il y a un peu de technologie encore, même beaucoup, évidemment, il faut trouver à produire moins cher et avec moins d'énergie, mais l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de l'IA. Est-ce qu'elle va tenir ses promesses en termes de productivité, en termes de nouveaux revenus, nouveaux services, l'heure de vérité, parce que beaucoup d'argent a été investi. Beaucoup d'argent et beaucoup d'argent va encore être investi, mais ça va dépendre de nous, les humains. Si je prends l'exemple de Deloitte, on a investi comme nos clients dans l'IA pour produire des rapports de manière beaucoup plus automatique, pour limiter le risque d'erreur, mais ça ne servira absolument à rien si on ne revoit pas le plan de formation de nos collaborateurs
pour qu'ils acquièrent les compétences et l'esprit critique qu'ils n'apprendront plus sur le terrain, parce qu'une partie des tâches de terrain que moi je faisais quand j'avais leur âge sera faite demain par une IA. Or, ces connaissances des ficelles de l'esprit critique, il faut qu'ils l'aient. Donc il va falloir, nous, les employeurs, quelle que soit notre industrie, qu'on repense les programmes de formation, d'éducation de nos équipes pour qu'elles puissent utiliser l'IA, qu'elles soient plus performantes. Sinon, on aura beaucoup de frais technologiques, mais assez peu de valeur ajoutée. Après, cette question de savoir si l'IA générative va ou pas améliorer la vie des salariés, diminuer le nombre de tâches, on va dire, répétitives, alléger leurs charges, ou au contraire, est-ce qu'elle peut engendrer une dégradation des conditions de travail, en facilitant, entre guillemets, un petit peu, pas le flicage, mais le contrôle de leurs activités, en les dépossédant d'une partie de leur savoir-faire? On ne peut pas trancher encore. On ne peut pas trancher, et le futur est toujours équivoque. Donc il faut, et ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va en faire, mais c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, il faut construire les cas d'usage, repenser la façon de gérer les équipes et leur progression. Et ça ne va pas coûter moins cher. Au début, ça va coûter plus cher parce que les frais technologiques coûtent assez vite cher, souvent plus vite que les salaires. Donc c'est un vrai investissement. L'enjeu pour l'entreprise, c'est effectivement d'utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité, mais sans perdre en créativité. Donc c'est concilier l'humain et l'IA. L'enjeu pour les États, il va être plus compliqué. C'est indéniable que l'IA va détruire des emplois. Il y a des emplois qui vont disparaître du fait de l'IA. L'enjeu pour les États, ça va de ne pas commettre l'erreur de vouloir protéger les emplois du passé, comme on fait souvent en Europe, parce que ça ne sert à rien, ça détruit de la valeur, de protéger les individus, tout en investissant sur les emplois du futur. Donc il y a une révolution aussi sociétale derrière. Il y a beaucoup de pays qui ont une grande partie d'emplois qui font des tâches intellectuelles à des coûts compétitifs, parce que leur coût du travail est moins fort qu'en France, qui vont être remplacés par l'IA, pas demain, mais à 5 et 10 ans. Donc comment on remplace ça? Comment on a un nouveau modèle d'éducation pour nos jeunes? Parce que demain, il est évident que de la même façon que moi je ne sais plus extraire une racine cubique à la main, je prends ma machine à calculer, demain les jeunes, ils iront sur les IA de Mistral ou autres pour avoir les réponses. Sauf que si on ne leur apprend pas à réfléchir, si on ne leur apprend pas à poser les questions, effectivement, le risque que vous évoquez est réel d'avoir une perte de savoir-faire, une perte d'intelligence collective qui sera néfaste. En revanche, si on leur apprend à réfléchir, à avoir un esprit critique, à décider par eux-mêmes, à faire des décisions de rupture, là on aura une économie, à mon avis, plus performante et aussi plus vertueuse. On l'a largement commenté depuis plusieurs jours sur Boursorama. Wall Street qui commence un peu à trébucher, Trump qui fait peur maintenant, notamment avec cette crainte que sa politique économique à court terme envoie en récession, en tout cas en stagflation, l'Amérique. Est-ce que vous aussi, la perspective d'une guerre commerciale, est-ce que ça vous angoisse ou pas, et les dirigeants qui doivent aussi se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos chaînes d'approvisionnement? Est-ce qu'on augmente notre présence sur le sol américain parce que c'est rentable, mais en même temps c'est incertain? Trump avait été très clair dans son programme, donc il avait clairement écrit, et même dit, qu'il n'avait pas de problème à sacrifier l'économie pour relancer la production. Donc c'est un agenda social assez peu conforme d'ailleurs à celui de son parti, mais c'est un agenda finalement assez social. Est-ce qu'il va fonctionner? Ça, on verra bien, mais il est certain qu'on rentre dans une guerre économique. Pour l'Europe, il va falloir être intelligent. Parce que l'histoire a toujours démontré que la guerre des droits de douane, tout le monde perd. Il n'y a pas de gagnant en fait. Parce qu'une économie sans commerce, elle se détruit. Donc l'Europe va devoir répondre aux droits de douane américains, mais de manière intelligente, proportionnée, pour protéger l'avenir et penser au coup d'après. Pour les entreprises, c'est vrai qu'on sort de la mondialisation heureuse. On sort des chaînes d'approvisionnement à zéro stock. Il va falloir recréer des stocks. Il va falloir avoir des centres de production plus fréquents et un peu partout. Donc c'est vrai que c'est un changement de paradigme important. Et il est certain que sur les gros marchés, mais c'est pareil pour l'Europe, comme pour les États-Unis, je pense qu'on ne pourra plus vendre si on n'a pas une empreinte sociale importante dans les grands pays. Donc ça, c'est un changement. Les dirigeants s'y préparent. La globalisation, c'est de plus en plus comme l'anglais, si vous voulez. Tout le monde le parle, mais chacun avec un accent différent et pas forcément avec le même sens. Et on se rend compte que même des deux côtés de l'Atlantique, on ne se comprend pas toujours parce qu'il y a des quiproquos et parce qu'on finalement on connaît assez mal les sous-jacents politiques et sociaux de la contrepartie. Il y a une espèce de sidération de la part des dirigeants d'entreprises européennes entre les menaces de droits de douane qui sont une réalité aujourd'hui sur l'Union européenne, les bouleversements géopolitiques, la loi du plus fort dans les affaires qui prime même sur le droit. Je lisais dans Le Monde qui raconte, Christophe Périllat, c'est le patron de Valeo d'ailleurs qui va venir nous voir bientôt sur Boursorama, qui raconte au Monde donc, que tous les matins, il dit, nous nous réveillons en nous demandant quelle était la nouvelle de la nuit. C'est vrai. C'est vrai que c'est un monde très incertain, mais aussi très ambigu. Parce que, et là, je refais le lien, je reboucle avec le livre. Là. C'est qu'à l'heure du rapport de force, je pense que l'humanisme pour les dirigeants est redevenu un incontournable, absolument. D'abord parce que l'ambiguïté. Les États-Unis sont en conflit doux avec la Chine, enfin, il y a une tension, et pour autant,
les transactions chaque année entre les États-Unis et la Chine battent leur record historique. Donc, on voit bien toute l'ambiguïté d'un conflit, d'une dépendance. Le rapport de force revient sur le devant de la scène. L'histoire, avec son côté tragique et la guerre aux portes de l'Europe, est revenue. On perd les dividendes de la paix, on ne les aura plus pendant durablement. Donc pour les gens d'entreprise qui sont confrontés à ça, il y a effectivement assumer de gérer dans l'ambiguïté, de gérer dans le brouillard. Et c'est pour ça qu'il est important d'être clair sur ce qu'on veut obtenir. C'est quoi l'objectif? Est-ce que ça vaut la peine? Et ça va re-questionner le sens de l'entreprise. Je pense que c'est une chance. Donc oui, c'est du doute. Il va falloir s'entourer. Il va falloir prendre des décisions parfois risquées, mais intégrer en fait les attentes de la société dans la stratégie de l'entreprise. Là, il n'y a plus le choix. L'entreprise ne peut pas être une monade, comme j'écris dans le livre, qui est isolée, qui s'autosuffit. Ça, c'est fini. Ce rêve-là, il est fini, qu'on le veuille ou non. L'entreprise, elle est partie à la société, et la société attend beaucoup de l'entreprise, et les attentes varient d'un pays à l'autre. Donc le chef d'entreprise va devenir un artiste, un diplomate et un explorateur. C'est plutôt passionnant. C'est vrai. C'est trois profils en un, quoi. Quand même. 3 profils en un, mais on n'a jamais dit que le travail était facile, mais clairement. C'est un peu le. Il va s'inspirer d'Ulysse, en ce sens que Ulysse, et je m'en inspire dans le livre, dans le mythe, il refuse l'éternisme des dieux. Les dieux lui disent tu vas faire ça et ça, il dit non, non, merci, moi ça ne marche pas. Je veux aller à Ithaque et je vais y aller. Alors ça va être compliqué d'y aller, ça ne va pas être une ligne droite, mais il y va parce qu'il ne perd jamais de vue l'horizon qu'il veut atteindre et il reste fidèle à ses valeurs. Je pense que c'est le premier entrepreneur dont peuvent s'inspirer tous les chefs d'entreprise. Et il faut y aller ou pas sur le sol américain? C'est vrai qu'on a vu, on sait que le marché américain est attractif pour les industriels européens, notamment français. On a vu ces images du patron de CMA CGM qui a investi 20 milliards de dollars sur le sol américain dans le bureau ovale avec Donald Trump. Et en même temps, on se dit que la guerre commerciale, toutes ces décisions erratiques de l'administration, on a vu sur les droits de douane canadiens la Sennheiser, Donald Trump met 25, réponse du gouvernement d'Ottawa sur des droits sur l'électricité à l'exportation, il dit je mets 50 et finalement il recule parce que, bref, ces décisions erratiques, est-ce que ça peut faire réfléchir à deux fois les dirigeants européens avant de s'implanter, de s'agrandir sur le sol américain? Donald Trump a promis quand même un taux d'impôt sur les sociétés, il faut le rappeler, on a 21%, potentiellement à 15% quand on produit sur le sol américain. Ça c'était la première réforme Trump d'ailleurs, qui était la réforme d'Obama d'ailleurs. Ouais. C'est lui qui l'a fait passer, mais c'était la réforme d'Obama. Et oui, alors je pense qu'on ne peut pas ignorer le marché américain. Et quoi qu'on en dise, à mon avis, pour l'Europe, les États-Unis restent notre principal allié, donc le marché américain est important. Mais n'oublions pas que le premier marché au monde, c'est le marché européen. C'est le marché le plus riche, c'est le marché le plus désirable. Je pense que là, ça peut être une chance pour l'Europe d'accélérer sa construction européenne, qui est toujours un travail qui n'est jamais fini. Là, il ne faut quand même pas oublier que l'Europe, comme je disais, est le premier marché, et surtout est un marché désirable. L'Europe n'est plus le centre du monde, c'est indéniable. On a beaucoup de défauts. Mais enfin, une grande partie du monde envie l'Europe et aimerait bien d'être européen, vu la qualité de vie, vu la solidarité, puis vu la richesse de l'économie. Donc, je pense que pour l'Europe, c'est une chance de s'entendre, d'assumer ses forces, qui est celui d'un grand marché qui a été pacifique et qui va devoir se réarmer inévitablement pour préserver sa souveraineté. Mais l'Europe est très bien placée, n'a rien à envier aux États-Unis. On a des chantiers, comme l'écrivait Mario Draghi. Il faut achever le marché unique, il faut faire un marché des capitaux unique, il faut faire un marché de l'éducation unique. C'est du boulot, ça. Vite, c'est plus important que d'enlever de l'administratif, je veux dire. L'administratif, tout le monde dit qu'on va en enlever, personne ne le fait parce que c'est compliqué. Et les États-Unis sont beaucoup plus bureaucrates que l'Europe. Donc pour moi, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est très vite de finir le marché de capitaux, de faire un marché de l'éducation pour avoir la bonne taille, pour pouvoir discuter d'égal à égal avec nos amis américains et nos amis chinois, pour citer ces deux exemples. Allez, l'Odyssée de l'entreprise, nouveau dirigeant, nouvel humaniste, c'est signé Gianmarco Monsellato, le président de Deloitte pour la France, aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci.